Bon, alors, donc, quittons Vivatech et rentrons maintenant, j'allais dire, dans le vif du sujet, c'est-à-dire à la Galerie des Glaces. Donc, ce livre nous fait voyager du XVIIe au XXIe siècle. D'ailleurs, effectivement, ce sont des périodes en miroir. Nous fait passer de Venise à Lagos, qui est une mégapole du Nigeria. Je te dis tout de suite, je ne la connaissais pas. J'ai donc lu ce livre avec mon Google à côté, parce que j'ai dit, c'est quand même un livre écrit par un ENA, il faut quand même le dire. Donc, passionnant. Donc, j'ai découvert Lagos, effectivement. On passe à Versailles, bien évidemment. On est à Paris. Donc, c'est une histoire. Tu vas la pitcher peut-être toi-même, d'ailleurs, et je te poserai des questions. Alors, il y a eu plusieurs choses dans cette démarche. La première, c'était Venise et Versailles, et Venise et la France au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des miroitiers vénitiens de Murano qui sont justement à Murano parce qu'on ne veut pas qu'ils bougent de Murano. On veut contrôler ce qu'ils font et on ne veut surtout pas qu'ils révèlent les secrets de la fabrication du miroir à qui que ce soit. Et au XVIIe siècle, Venise acquiert la perfection dans la fabrication du miroir. Et c'est extraordinaire parce que le miroir, c'est le selfie. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de se voir soi-même. C'est le mythe de Narcisse, en fait. Et aujourd'hui, on passe notre temps à avoir des miroirs partout, à se voir dans son miroir, à s'observer mutuellement. Et par ailleurs, le miroir, c'est ce qui permet l'astronomie, c'est ce qui permet la photographie, c'est ce qui permet l'informatique, c'est ce qui permet en fait toutes les technologies modernes. Sans le verre et sans le miroir, en fait, notre monde serait radicalement différent. Alors c'est vrai que quand on en prend conscience, vous allez voir, tout à l'heure, vous allez voir des miroirs partout, des miroirs et du verre aussi, évidemment. Et c'est aussi ce qui nous a coupé de la nature complètement, parfois complètement. Ce qui nous a isolés quand on parcourt la nature, la campagne en voiture. C'est vrai qu'on est, à moins d'avoir une décapotable, on est dans un aquarium. Et pendant le confinement, d'ailleurs, il y avait ces dessins de presse amusants. On voyait les gens dans les aquariums et puis des animaux tout autour, parce qu'ils avaient reconquis la ville quand les gens étaient parqués chez eux. Donc en fait, le verre et le miroir, quelqu'un a dit, faire l'histoire du verre et du miroir, c'est faire l'histoire de la civilisation occidentale. Occidentale parce qu'au Japon ou dans d'autres civilisations, c'est plutôt la civilisation de l'opacité, du mur de papier, du clair-obscur. Et donc pendant tout le Moyen-Âge, on a vécu dans le clair-obscur, en fait, dans des lieux très faiblement éclairés. Et donc ce qu'apporte Louis XIV avec Versailles, c'est la société de l'éclat. C'est pas pour rien que tout le monde l'appellera le roi soleil. Il fait rentrer la lumière dans les châteaux, il fait refléter le monde de devant, le monde de dehors dans le monde de dedans. Il crée en fait la première galerie en réalité augmentée, en réalité. Et donc c'est intéressant de voir que à l'époque où la France est l'allié de Venise, militaire, politique, la France va aller piller les secrets de Venise, comme Venise avait pillé Constantinople. Après, c'est donc chaque pays. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Voilà. Et donc il y a une histoire d'espionnage rocambolesque, mais authentique, où on va envoyer des gens chercher les miroitiers, les faire venir à Paris. Les enlever. Voilà. Alors, dans le livre, il y a une famille qui se fait enlever. Ils ont été corrompus, donc on ne sait pas jusqu'à quel point ils ont été violentés. On leur a promis de l'argent. Certains étaient des repris de justice, avaient des dettes de jeu, puisqu'on jouait beaucoup dans les casines, qui sont devenus les casinos. Dans ta famille, en revanche, celle-là est quand même bien décimée. Alors après, voilà ce qui s'est passé. Je vais pas vous raconter tout le livre, rassurez-vous, sinon on n'aurait pas envie de le lire. Mais ce qui est vrai, c'est que les noms des miroitiers, à part la famille que j'ai inventée, mais sinon ce sont les vrais noms des miroitiers qui ont vraiment fait ce voyage à travers les Alpes par voie fluviale. Voilà, ils sont arrivés à Paris. Alors on ne sait pas s'ils ont vraiment livré les secrets ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Venise a essayé de se venger, a envoyé des espions pour les éliminer ou pour les convaincre de revenir à Venise. Et puis c'est ce qui va créer Saint-Gobain, en fait. Donc la manufacture des glaces de miroir, c'est ce qui va devenir Saint-Gobain, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial dans la fabrication des matériaux de construction, le verre, le miroir, mais pas seulement. Donc c'est une très belle histoire, mais c'est une histoire qui aussi est un peu trempée dans le sang de la raison d'État, quoi. C'est quand même pas innocent d'avoir fait ça. Donc j'ai trouvé ça fascinant. Et puis la personnalité de Colbert, c'est quand même lui qui va... c'est un peu... Voilà, Colbert, c'est l'homme de l'ombre. D'ailleurs, il est tout en noir. On l'appelle le Nord parce qu'il est très froid. Il est toujours habillé en noir, toujours très... à la fois, c'est l'exécutant des basses œuvres, et c'est aussi celui qui crée les fondements de l'industrie française et de l'administration française. Voilà. Napoléon va arriver ensuite, va finir le travail, d'ailleurs va envahir Venise. Et là, c'est la République qui avait vécu plus de 1000 ans. La République qui a duré le plus longtemps au monde, c'est la République de Venise.
tout simplement parce que Venise avait supprimé l'arbitraire d'un seul homme en fait. Donc le pouvoir était totalement disséminé, avec des règles d'élection totalement incroyables et incompréhensibles. Et donc c'est l'opposé du roi Soleil. Donc il y a déjà un miroir opposé entre Venise et Versailles au XVIIe siècle. Et puis après, évidemment, je fais le miroir avec l'époque d'aujourd'hui, parce que le livre commence par l'assassinat du président de la manufacture. Alors j'ai pas dit que c'était Saint-Gobain dans le livre, mais c'est vrai que c'est Saint-Gobain. Alors, rassurez-vous, le président de Saint-Gobain va très bien. Et il a beaucoup aimé le livre. Là, j'ai même pu déjeuner en tête-à-tête avec lui dans sa grande tour de cristal. Puisque... Voilà. Oui, pardon. Non, alors effectivement, le livre démarre sur un assassinat d'un patron du CAC 40, qui est donc supposément le patron de Saint-Gobain. Et c'est effectivement un accident d'avion qui ressemble beaucoup à l'accident du président de Total. Alors dans les deux livres, que ce soit Tapis Rouge ou Galerie des Glaces, tous les faits, même les plus rocambolesques, il y en a beaucoup de rocambolesques, y compris dans Tapis Rouge, sont appuyés sur des faits véridiques, mais qui sont transposés. Voilà. D'ailleurs, dans Tapis Rouge, à un moment, il débaptise une montagne pour le renommer du nom du président. Et quelques années après, en fait, le président du Kazakhstan a débaptisé sa propre capitale pour l'appeler de son prénom, en fait. Donc, vous voyez, la réalité est plus forte, en fait, que la fiction. Et donc, dans Galerie des Glaces, ça y est, j'ai perdu le fil. Je disais que ça démarre par cette mort subite. Ah oui, cette mort subite, oui. Alors oui, donc... On ne sait pas encore que c'est un assassinat. Oui. Est-ce que tu dis d'ailleurs de manière assez amusante, est-ce que c'est un suicide? Puisque parfois, je ne sais plus dans quel passage tu dis, un excès de réussite de bonheur pouvait bien vous démolir un homme. J'ai trouvé que ça c'était assez drôle. Donc effectivement, on ne sait pas au départ ce dont il s'agit. Et puis, plus on avance dans le livre, plus effectivement, c'est quand même, tout ça est suspect. Donc tu le dis très justement, il a une double vie, ce patron du CAC 40, un peu comme tous les patrons du CAC 40. Mais visiblement, la femme est au courant, c'est pas là le sujet. Il a une double vie avec Awa, je crois, qui est donc sa nouvelle compagne à Lagos. Il a le projet, dans un premier temps, d'installer quelque chose de très industriel, Eco Atlantic City, c'est pas ça? Oui, alors, effectivement, l'arrivée du Nigeria dans l'histoire, elle se comprend très bien, évidemment, dans le livre. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un accident de la vie, parce que j'étais en train de faire l'histoire, d'écrire une histoire entre Venise et Versailles, et je me suis retrouvé moi-même à Lagos sur les traces du président Macron, qui avait fait son stage de l'ENA à Lagos, qui était revenu comme président de la République. Et moi, j'étais invité par l'ambassade de France pour faire une mission dans le cinéma, voir si on allait construire des studios à Lagos. Et donc, j'étais à peu près sûr que la mission n'aurait pas le résultat escompté, mais que ça allait être sûrement très intéressant pour d'autres raisons que j'allais découvrir en chemin. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, puisque je me suis retrouvé dans ce qui s'appelle la Black Venise. Donc ça s'invente pas, ça s'appelle la Venise noire. Makoko, Iwaya. Donc en fait, ce sont des bidonvilles gigantesques, ce sont des communautés très pauvres, communautés lacustres. Donc ils vivent en fait sur les aqua alta. Enfin, on marche sur des petits ponts. C'est vraiment, on a l'impression d'être à Venise, mais une Venise tropicale. Et c'est aussi la capitale du commerce, Lagos. Donc ça grouille de vie, ça grouille d'activité. Alors c'est une ville dangereuse, évidemment, mais Venise aussi, à l'époque, était une ville assez dangereuse aussi. On se battait à coups de poing sur les ponts, etc. Et donc quand j'ai vu ça, en plus, j'ai rencontré un artiste contemporain qui crée un centre d'art contemporain au milieu de son bidonville, au milieu des chèvres, et qui était régulièrement pillé, détruit, d'ailleurs, parce qu'il était racketté. Et il m'a dit, moi je voudrais qu'on construise notre pont de Rialto, je voudrais emmener ma communauté à Venise. C'est ici qu'il faut construire Venise. Plutôt que de raser le quartier, comme ça arrive souvent, pour mettre des grands buildings, voilà, ou des condominiums. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça rentre dans mon histoire. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est devenu un élément de cette histoire, qui a trouvé sa justification. La vie rentre dans le livre. Alors tu le dis, Lagos, c'est une surprise par jour, c'est un peu comme toi, non? Non, c'est beaucoup plus. Alors, Lagos, c'est beaucoup plus qu'une. Le dicton, c'est une surprise par jour, et en fait, c'est plusieurs surprises par jour. Ouais. Donc, c'est vrai que je me suis senti très à l'aise à Lagos. Ouais. On a failli rater notre avion, on a été rançonné, on s'est retrouvé sur des motos dans un no man's land. J'étais avec un cinéaste français, Olivier Ayache Vidal. Donc, ça a été effectivement, il y a une scène de cannibalisme dans le livre, et c'est effectivement, il y a du cannibalisme rituel. Il y a plein d'histoires. Oui, il y a
mais un bon enfant aussi. Hein, il y a des scènes de cannibalisme, il y a des scènes d'un érotisme torride. D'ailleurs, je dois dire que tu es assez bon dans les deux domaines. Voilà. Et alors, effectivement, quand tu parles de Lagos, tu dis l'Amazonie à côté de ces mégapoles, c'était un jardin à la française. Alors comme ça, il a des formules très drôles, très lapidaires. Il associe vraiment de manière très amusante les choses. Donc, on a au milieu de cette enquête qui démarre un garçon un peu étrange, dont tu dis qu'il est poisson, ascendant poisson, donc partout chez lui et en même temps nulle part. C'est donc ton signe astrologique, comme j'ai dû le dire en début de conversation, ou peut-être pas. D'ailleurs, je te poserai la question, effectivement, si toi-même, c'est ce sentiment d'être partout chez toi et en même temps nulle part, qui te fait te projeter toujours là où tu es étranger, ou là peut-être où c'est étrange d'ailleurs, je ne sais pas. Donc cet inspecteur Thomas, Gabriel, je crois, Gabriel Thomas, donc est un garçon, une espèce on dirait un peu Colombo d'ailleurs, mais moins performant que Colombo parce qu'il rate tout. Alors comme tu le dis d'ailleurs très justement, il y a une espèce de poésie policière qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il s'attache à des détails mais c'est pas les bons. Hein. Donc il est complètement à côté de la plaque et on va se rendre compte que de toute façon il est missionné et il se dit mais c'est quoi cette embellie, l'occasion de me refaire effectivement, puisqu'on lui confie d'enquêter sur la mort de ce grand patron du CAC 40. Et donc l'enquête l'amène à rencontrer la maîtresse à Lagos. Et là, par ailleurs, pour lui, c'est la révélation. Ça fait 10 ans qu'il n'avait pas connu des ciels plus élevés. Et là, tout d'un coup, c'est l'enivrement dans Lagos. C'est une société, une cité un peu de perdition, entre guillemets, où il y a beaucoup de magie noire. Alors ça, c'est une partie du livre, moi, que j'adore, évidemment. Donc on se rend compte assez rapidement. Alors je saupoudre un peu des éléments du livre. On va pas tout vous dévoiler, mais il faut que vous compreniez bien que c'est à la fois un livre d'énarque, parce que non, mais je veux dire, quand j'ai dit un livre d'énarque, c'est-à-dire un livre de quelqu'un qui connaît quand même très bien l'histoire, en tout cas mieux que moi, et qui par ailleurs est très fantasque, d'où le fait que nous allions à l'horizontale, à la verticale, dans toutes les directions, et que c'est très agréable. Donc on revient au sort qui s'avère être jeté probablement, enfin, on se rend compte que la manufacture, probablement parce qu'elle a fauté, et ce que tu dis dans le livre, finalement, quand on ne respecte pas l'histoire ou quand on l'oublie, elle se venge. On va se rendre compte qu'il y a effectivement un sort qui a été jeté sur cette manufacture. Pourquoi? Et par qui? Voilà, donc ça vous le saurez en lisant Galerie des Glaces, et que je serai heureux de vous dédicacer après cette présentation. Donc je vais rien vous dire, si ce n'est que c'est vrai que je suis très intéressé par l'ésotérisme, fasciné par en fait la capacité de l'être humain aussi à imaginer des choses, à imaginer des histoires, à s'inventer une histoire aussi. Donc très intéressé par effectivement la magie noire, qui d'ailleurs utilise beaucoup le miroir dans beaucoup de civilisations, d'ailleurs en Afrique, chez les Incas aussi, chez les Toltecs, les Aztèques, ils utilisaient l'obsidienne, des pierres en fait qui réfléchissent. Et donc c'est vrai que ce miroir que j'ai voulu utiliser dans toutes ses composantes, dans toutes ses possibilités, y compris éventuellement comme arme du crime ou comme objet de réflexion justement au sens propre, même des miroirs entre les personnages, etc. Voilà. Donc c'est vrai que la magie noire, elle est présente en Afrique, à Lagos, au Nigeria. Elle est présente aussi. Il y a aussi l'idée, en fait, il y a la magie noire, mais il y a aussi l'idée de la vengeance, en fait, l'idée que de la vendetta. Donc la vendetta, on la connaît aussi dans la Méditerranée, sur le pourtour de la Méditerranée, en Corse ou en Italie. Et comme justement il y a une connexion avec l'Italie, et il y a une connexion effectivement aussi avec l'idée que le temps long, dans la vendetta, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y a une faute qui a été commise, la réparation doit intervenir. Peut-être que c'est dans 10 générations. Et donc ça m'a intéressé justement d'examiner ça dans le livre et là c'est effectivement il y a 350 ans ou 360 ans d'écart entre ce qui s'est passé au XVIIe siècle et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Tu le dis, on a tous besoin de savoir d'où l'on vient, et effectivement, cette espèce de transmission, finalement, Thomas va découvrir au fil des pages pourquoi il a une vie ratée, pourquoi il vit dans un nuage de tristesse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une élucidation. Alors voilà. D'abord j'aime bien les personnages, j'aime bien les losers quand même, parce que c'est quand même ceux qui, moi je suis très fan de Pierre Richard, de Bourvil, voilà, c'est des personnages qu'on trouve dans le cinéma populaire ou
ou dans la littérature populaire. C'est des personnages très attachants, et puis on est tous losers quelque part, et donc on s'identifie très facilement à eux. Mais il faut jamais que les choses soient gratuites aussi dans un livre. Donc il y a effectivement, c'est un livre aussi qui a une quête identitaire, ça c'est vrai. Et donc dans ce qu'on appelle la psychogénéalogie, voilà comment on est aussi le résultat de toutes les générations qui nous ont précédés, parfois depuis très longtemps. Voilà, les historiens disent qu'on est encore très conditionné par ce que nos ancêtres ont vécu pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. C'est encore très présent, même si on n'en a pas conscience nécessairement. Notre attitude par rapport à la guerre, au conflit, etc. Donc voilà, ça a été aussi un thème intéressant.